Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une correction du sujet de l'épreuve de mathématiques qui a été proposée en Amérique du Nord le 5 juin 2018. Voici ici un petit aperçu des chapitres traités dans les exercices et aussi les points qui y sont attribués. Pour précision, vous trouverez le sujet en question dans mon Padlet dédié à cette série et qui figure dans la description de cette vidéo. Je vous laisse le soin de le télécharger et de l'imprimer si vous le souhaitez. De toute manière, nulle crainte, je vais vous afficher les énoncés des exercices le moment venu. Vous pourrez alors faire pause pour les traiter et refaire les lectures afin de suivre la correction. Trêve de bavardage et place au travail, c'est parti. Exercice numéro 1 sur 14 points. Voici l'énoncé. Le tableau ci-dessous a été réalisé à l'aide d'un tableur. Il indique le nombre d'abonnements à Internet à haut débit et à très haut débit entre 2014 et 2016 sur réseau fixe en France. Source ARCEP et Statistica. Vous allez avoir 5 secondes pour faire pause et traiter cet exercice. Je vous invite ensuite à refaire la lecture afin de suivre la correction. C'est parti, à vous de jouer. Eh bien, nous revoici pour la correction. Question 1. Combien d'abonnements Internet à très haut débit, en millions, ont été comptabilisés pour l'année 2016? Le nombre d'abonnements Internet à très haut débit qui a été comptabilisé pour l'année 2016 est de 5,446 millions. Cette information figure dans la cellule D3. Passons à la question suivante, question 2. Vérifiez qu'en 2016, il y avait 817 000 abonnements Internet à haut débit et à très haut débit de plus qu'en 2015. Le nombre d'abonnements total à Internet à haut et à très haut débit en 2015 a été de 26,867 millions. L'information figure dans la cellule C4. Alors qu'en 2016, il a été de 27,684 millions. Information qui figure dans la cellule D4. Ainsi, il faut faire la différence de ces deux données-là. 27,684 moins 26,867, cela nous donne 0,817. Donc il y a eu 0,817 millions, soit 817 000 abonnements de plus à Internet à haut et à très haut débit en 2016 qu'en 2015. Donc de plus en 2016 qu'en 2015. Question 3. Quelle formule a-t-on pu saisir dans la cellule B4 avant de la recopier vers la droite jusqu'à la cellule D4? Dans la cellule B4, on comptabilise le nombre total d'abonnements à Internet à haut et à très haut débit en 2014. Le premier est donné dans la cellule B2 et le second dans la cellule B3. Ainsi, la formule qu'on a pu saisir dans la cellule B4 avant de la recopier vers la droite jusqu'à la cellule D4 est égale B2 plus B3. N'oubliez pas qu'une formule est toujours précédée par le symbole égal dans un tableur. D'accord? Quatrième et dernière question. En 2015, seulement 5,6% des abonnements Internet à très haut débit utilisaient la fibre optique. Quel nombre d'abonnements Internet à très haut débit cela représentait-il? Eh bien, rappelez-vous, lorsqu'il faut appliquer un pourcentage à une quantité, il suffit de multiplier cette quantité par ce pourcentage. Ainsi, 4,237 fois 5,6 sur 100, 5,6%, cela nous donne 0,237 272. En 2015, le nombre d'abonnements à Internet à très haut débit qui utilisaient la fibre optique était de 0,237 272 millions, soit 237 272. Voilà comment obtenir les 14 premiers points. Poursuivons et passons à l'exercice numéro 2, qui est lui sur 14 points. La figure ci-contre n'est pas en vraie grandeur. On donne les informations suivantes. Le triangle ADE a pour dimension AD égale 7 cm, AE égale 4,2 cm et DE égale 5,6 cm. F est le point de AD, du segment AD, tel que AF égale 2,5 cm. B est le point de la demi-droite AD, et C est le point de la demi-droite AE,
tels que AB égale AC égale 9 cm. La droite FG est parallèle à la droite DE. Vous allez avoir 5 secondes pour faire pause et traiter cet exercice. Je vous invite ensuite, encore une fois, à refaire lecture afin de vérifier l'exactitude de vos réponses à l'aide de la correction. C'est parti, à vous de jouer. Nous revoici encore une fois pour la correction. Question 1. Réaliser une figure en vraie grandeur. Il n'y a pas d'intérêt pour moi de le faire ici sur l'écran de mon ordinateur, donc je vous laisse le soin de le faire sur votre copie. Passons donc directement à la question 2. Prouvez que ADE est un triangle rectangle en E. Dans le triangle ADE, le côté le plus long est le côté AD. Ainsi, si ce triangle était rectangle, alors ce serait AD justement son hypoténuse. Et par conséquent, le triangle serait rectangle en E. Appliquons dès lors la réciproque du théorème de Pythagore. AD au carré, cela nous donne 7 au carré, ce qui fait 49. Et si nous faisons AE au carré plus DE au carré, cela nous fait 4,2 au carré plus 5,6 au carré. Ce calcul-là, nous le faisons à l'aide de la calculatrice, ce qui nous fait 17,64 plus 31,36. Et au total, nous obtenons 49, comme le carré de la longueur AD. Ainsi, AD au carré est bien égal à AE au carré plus DE au carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ADE est bien rectangle en E. Question 3. Calculer la longueur FG. Alors, que savons-nous? Tout d'abord, les points A, F et D sont alignés. Ensuite, les points A, G et E sont aussi alignés et dans le même ordre que les points A, F et D. Et enfin, les droites FG et DE sont parallèles. Ainsi, toutes les conditions sont réunies pour appliquer le théorème de Thalès. Ainsi, qu'avons-nous? AF sur AD, ce rapport-là va être égal au rapport AG sur AE, qui va être égal à FG sur DE. Il nous suffit alors de remplacer chacune de ces longueurs par ces valeurs, si elles sont connues, ce qui nous donne 2,5 sur 7 qui est égal à AG sur AE, qui est égal à FG sur 5,6. Le quotient du milieu, il ne nous sert à rien, vous pouvez le retirer. Ainsi, pour obtenir la longueur FG, il vous suffit de procéder, de faire un produit en croix. Donc FG, c'est 5,6 fois 2,5, le tout sur 7, ce qui nous fait 2. La longueur FG est donc de 2 cm. Voilà comment obtenir les 14 points suivants. Poursuivons encore une fois avec l'exercice numéro 3, qui est lui sur 15 points et qui va traiter des probabilités. Deux urnes contiennent des boules numérotées indiscernables au toucher. Le schéma ci-contre représente le contenu de chacune des urnes. On forme un nombre entier à deux chiffres en tirant au hasard une boule dans chaque urne. Le chiffre des dizaines est le numéro de la boule issue de l'urne D, D pour dizaine. Le chiffre des unités est le numéro de la boule issue de l'urne U, U pour unité. Exemple, en tirant la boule 1 de l'urne D et ensuite la boule 5 de l'urne U, on forme le nombre 15. Encore une fois, vous allez avoir 5 secondes pour faire pause et traiter cet exercice. Je vous invite ensuite à refaire lecture afin de voir la correction. C'est parti, à vous de jouer. Nous revoici pour la correction. Question 1. A-t-on plus de chances de former un nombre pair que de former un nombre impair? Rappelons d'abord ce qu'est un nombre pair. Un nombre est pair si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc il sera impair si son chiffre des unités sera 1, 3, 5, 7 ou 9. D'accord? Dans notre cas, il sera défini à partir de la boule tirée dans l'urne U. Dans cette urne, il y a autant de boules ayant un numéro pair, il y en a 2, que sont les boules 2 et 6, que de boules ayant un numéro impair, il y en a 2 aussi, que sont les boules 3 et 5. Donc, on a autant de chances de former un nombre pair que de former un nombre impair. Passons à la question 2a. Sans justifier, indiquer les nombres premiers qu'on peut former lors de cette expérience. Les nombres premiers qu'on peut former lors de cette expérience sont les nombres 13 et 23. Question 2b. Montrer que la probabilité de former un nombre premier est égale à 1/6. Nous pouvons former en tout les 12 nombres suivants.
Donc si la dizaine vaut 1, nous pouvons former les nombres 12, 13, 15 et 16. Si le chiffre des dizaines vaut 2, nous pouvons former les nombres 22, 23, 25 et 26. Et enfin, si le chiffre des dizaines est 3, nous pouvons former les nombres 32, 33, 35 et enfin 36. Nous avons donc bien 12 cas. 4 fois 3, 12. Étant donné qu'il n'y a que deux nombres premiers dans notre liste, confère question 2a, les nombres 13 et 23, la probabilité de former un nombre premier est donc de 2 sur 12. Nous pouvons diviser par 2 le numérateur et le dénominateur, nous obtenons ainsi un sixième, qui est donc la réponse qu'il fallait obtenir. Question 3. Définir un événement dont la probabilité de réalisation est égale à 1 tiers. Ramenons notre fraction, donc 1 tiers, à une fraction de dénominateur 12 afin qu'il corresponde au nombre total de cas possibles. Donc 1 tiers, pour arriver à une fraction sur 12, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par 4, ce qui nous fait 4 douzièmes. Et donc, ainsi, il nous suffit de trouver un événement qui comprend 4 issues possibles, puisque le numérateur vaut 4. Par exemple, ici, j'ai décidé de prendre l'événement obtenir un nombre divisible par 3. En effet, dans la liste de nos 12 nombres, les nombres qui sont divisibles par 3 sont les nombres 12, 15, 33 et 36. Vous auriez également pu prendre les nombres dont le chiffre des dizaines vaut 1, ou l'événement obtenir un nombre dont le chiffre des dizaines est 2, puisqu'il y en a aussi 4, ou encore 3, par exemple, la même chose. D'accord ? Il y avait plusieurs solutions possibles à cette question. Voilà comment obtenir 15 points supplémentaires. Passons à l'exercice 4, qui lui est sur 14 points. Alors l'énoncé étant très long, vous avez ici à l'écran le début de l'énoncé, et lorsqu'on arrivera aux questions qui suivent, je vous projetterai le reste de l'énoncé. Voici l'énoncé en question. Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue, mais je vais quand même vous en donner afin de vous expliquer les réponses. Simon travaille sur un programme, voici des copies de son écran. Donc je vous laisse le soin de lire ces programmes-là. Ensuite, vous avez 5 secondes pour faire pause et traiter cet exercice. Refaites lecture une fois que vous aurez terminé afin de voir la correction. C'est parti, à vous de jouer. Nous revoici pour la correction. Question 1a, pardon. Il obtient le dessin ci-contre. Donc vous avez 4 carrés juxtaposés et ils sont en plus collés. D'accord ? Les carrés vont en grandissant. D'après le script principal, quelle est la longueur du côté du plus petit carré dessiné? Dans le script principal, la longueur du côté du plus petit carré dessiné est de 40 pixels. La réponse se trouve dans la 6e ligne du script, là où il y a écrit mettre côté à 40. Question 1b. D'après le script principal, quelle est la longueur du côté du plus grand carré dessiné? Donc le 4e carré. Dans le script principal, la longueur du côté du plus grand carré dessiné est de 100 pixels. Alors pourquoi? En effet, la réponse s'obtient lorsque la boucle répétée est exécutée pour la 4e et dernière fois. Au carré de départ, nous ajoutons 20 pixels à chaque fois sur sa longueur et à 3 reprises. Ainsi, 40 plus 20 plus 20 plus 20, c'est 40 plus 3 fois 20, ce qui nous fait 100. Passons alors à la question 2. Dans le script principal, où peut-on insérer l'instruction « Ajouter 2 à la taille du stylo » de façon à obtenir le dessin ci-contre? Dans ce nouveau dessin, le carré de départ est tracé avec la même taille du stylo que le dessin initial. Ce n'est qu'à partir du 2e carré que la taille du stylo augmente. Ainsi, il faut placer cette instruction dans la boucle répétée, donc à la fin du script, après l'instruction du bloc carré. Donc vous pouvez l'insérer soit juste après l'instruction carré, soit après l'instruction avancée 2, côté, soit après l'instruction ajoutée à côté 20. Voilà. Mais il faut que cette instruction soit dans la boucle répétée et après l'instruction carré, du bloc carré. Question 3. On modifie maintenant le script principal pour obtenir celui qui est présenté ci-contre. Parmi les dessins ci-dessous, lequel obtient-on?
Tout d'abord, dans le bloc carré, nous remarquons dans la dernière ligne la présence de l'instruction relever le stylo. Cela signifie qu'entre chaque carré, le passage se fait sans tracé. Donc nous pouvons d'ores et déjà retirer le dessin numéro 2, qui lui a un tracé entre chaque carré. Ensuite, dans la 9e ligne du script, nous pouvons lire qu'après chaque carré dessiné, le lutin avance dans l'alignement du côté bas du carré. Ainsi, les carrés devraient tous reposer sur une même ligne. Donc, parmi les dessins, on obtient le dessin 3, puisque dans le dessin 1, les carrés ne sont pas alignés, ou plutôt ce sont leurs centres qui sont alignés. D'accord? Ce n'est pas le cas dans ce script. Voilà pour cet exercice. Poursuivons. Exercice 5 sur 6 points. Gaspard travaille avec un logiciel de géométrie dynamique pour construire une frise. Il a construit un triangle ABC isocèle en C, motif 1. Puis il a obtenu le losange ACBD, motif 2. Voici les captures d'écran de son travail. Vous allez avoir 5 secondes pour faire pause et pour traiter cet exercice. Refaites lecture une fois que vous aurez terminé afin de voir la correction. C'est parti, à vous de jouer. Nous revoici pour la correction. Question 1. Précisez une transformation permettant de compléter le motif 1 pour obtenir le motif 2. La transformation permettant de compléter le motif 1 pour obtenir le motif 2 est la symétrie d'axe AB. C'est donc une symétrie axiale. D est alors l'image du point C par cette symétrie axiale, les points A et B étant invariants. Et oui, les points A et B sont sur l'axe, donc ils ne bougent pas. Ils sont l'image d'eux-mêmes. D'accord? Passons à la question 2. Une fois le motif 2 construit, Gaspard a appliqué à plusieurs reprises une translation. Il obtient ainsi la frise ci-dessous. Précisez de quelle translation il s'agit. Après la première translation du losange ACBD, nous remarquons que le sommet supérieur de celui-ci, le point A, se retrouve sur le point D. Cela nous permet alors d'affirmer que la translation en question est celle qui transforme le point A en D. C'est donc un glissement le long du segment AD. Tout simplement. Voilà pour l'exercice 5. Passons à l'exercice 6, qui lui est sur 16 points. Gros exercice donc. Madame Martin souhaite réaliser une terrasse en béton en face de sa baie vitrée. Elle réalise le dessin ci-contre. Pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie, le sol de la terrasse doit être incliné. La terrasse a la forme d'un prisme droit dans la base et le quadrillage ABCD et la hauteur est le segment CG. P est le point du segment AD, tel que BCDP est un rectangle. Vous allez avoir 5 secondes pour faire pause et traiter cet exercice. Je vous invite ensuite à refaire la lecture afin de voir la solution, la correction. C'est parti, à vous de jouer. Nous revoici pour la correction. Question 1. L'angle ABP doit mesurer entre 1 degré et 1,5 degré. Le projet de Madame Martin vérifie-t-il cette condition? Le triangle APB est rectangle en P, comme indiqué dans le dessin. Nous pouvons donc appliquer les formules de trigonométrie. Ainsi, tangente de l'angle ABP, c'est égal à quoi? Côté opposé sur côté adjacent, donc AP sur BP, mais nous ne connaissons pas la longueur AP. En revanche, nous connaissons AD et nous connaissons DP. Donc pour obtenir AP, il suffit de faire AD moins DP. Et donc cela nous fait 0,27 moins 0,15, le tout sur 5, BP étant égal à 5. Et donc ça nous donne 0,12 sur 5, ce qui fait pile poil 0,024. Et donc pour avoir l'angle ABP, il suffit d'appliquer la fonction inverse de la fonction tangente, c'est-à-dire tan moins 1 ou alors arctan, de 0,024, et ce qui nous fait environ 1,37, arrondi au centième près. Le projet de Madame Martin vérifie donc bien la condition dans laquelle la pente de la terrasse doit être comprise entre 1 degré et 1,5 degré. Question 2. Madame Martin souhaite se faire livrer le béton nécessaire à la réalisation de sa terrasse. Elle fait appel à une entreprise spécialisée. À l'aide des informations contenues dans le tableau ci-dessous, déterminer le montant de la facture établie par l'entreprise.
On rappelle que toute trace de recherche, même incomplète, pourra être prise en compte dans l'évaluation. Alors, commençons tout d'abord par calculer le volume du prisme qu'est la terrasse. Alors, on nous dit dans l'information numéro 2 que le volume du prisme d'un prisme droit, c'est l'aire de la base du prisme fois la hauteur. Ici, la base de notre prisme, qui est le quadrilatère ABCD, c'est un trapèze droit. Donc, il va falloir commencer tout d'abord par calculer l'aire de ce trapèze droit. Rappelez-vous la formule de l'aire d'un trapèze. Il faut faire la moyenne des deux bases, donc de la grande base, ici c'est AD, et de la petite base, BC, et multiplier cela par la hauteur, qui est ici CD. Donc en faisant AD plus BC, le tout sur 2, et le tout fois CD, nous avons 0,27 plus 0,15 sur 2, le tout fois 5, ce qui fait 1,05. L'aire de la base est donc de 1,05 mètres carrés. Attention. Ainsi, nous allons pouvoir déterminer le volume. Le volume du prisme, c'est donc l'aire de la base fois la hauteur. Donc l'aire de ABCD, c'est 1,05. La hauteur, c'est justement la longueur CG. Et donc 1,05 fois 8, ça nous fait 8,4. Le volume total de béton à prévoir est donc de 8,4 mètres cubes. Puis calculons le prix à payer pour le béton. Regardez bien, information 3, le prix du mètre cube de béton est de 95 euros. Ainsi, il nous suffit de multiplier 8,4 par 95, ce qui nous donne 798 euros. Le prix à payer pour le béton est donc de 798 euros. Ensuite, calculons le nombre d'allers-retours que doit faire le camion toupie. Toujours dans l'information numéro 3, regardez bien, la capacité maximale du camion toupie est de 6 mètres cubes. Madame Martin, elle en a besoin de 8,4. Il faut donc faire 8,4 divisé par 6, ce qui fait 1,4. Mais nous ne pouvons pas demander à un camion toupie de faire 1,4 aller-retour. Il faut donc arrondir ce nombre-là à l'entier, attention, supérieur. Et non pas procéder aux arrondis classiques. Donc ici, normalement, on aurait dû arrondir par défaut. Mais si vous prenez un aller-retour, eh bien, pour la terrasse, nous n'allons pas avoir suffisamment de béton. Il faut donc arrondir à 2. Donc l'entreprise doit faire 2 allers-retours. Un aller-retour faisant 23 km, il faut donc le faire 2 fois, ce qui fait 46 km. Et donc enfin, déterminons les frais de livraison. Donc 2 fois 2 fois 23 fois 5. Le premier 2 correspond donc au nombre d'allers-retours. Le deuxième 2, justement, il y a 2 allers-retours. Enfin, il y a un aller, un retour, ce qui fait 2. Et donc 23 km, ça correspond à la distance de l'aller. Donc un aller-retour, donc fois 2, 46. Et donc le tout fois 5, puisque le kilomètre est facturé à 5 euros, ce qui nous fait un total de 460. Les frais de livraison s'élèvent donc à 460 euros. Additionnons alors le tout. 798 plus 460, cela nous donne 1258. Le montant de la facture établie par l'entreprise sera donc de 1258 euros. Et voilà pour l'exercice 6. Voilà ce qu'il fallait faire pour obtenir 16 points. Poursuivons exercice numéro 7, qui est lui sur 15 points. Gros exercice donc, pourtant très peu de questions. Les 3 questions suivantes sont indépendantes. Vous allez avoir 5 secondes encore une fois pour traiter cet exercice. Je vous invite ensuite à refaire lecture afin de voir la correction. C'est parti, à vous de jouer. Eh bien, nous revoici pour la correction. Question 1. A égale 2x facteur de x-1 moins 4 facteur de x-1. Développer et réduire l'expression de A. Attention, ne vous demande pas de factoriser, puisqu'en effet, on voit qu'il y a un facteur en commun qui est x-1. Il faut développer. Ici, pour développer, nous allons nous servir de la méthode dite de la distributivité, entre guillemets, simple. D'accord? Donc, 2x facteur de x-1 moins 4 facteur de x-1, il faut donc distribuer 2x avec x avec le moins 1. Ce qui nous fait 2x fois x plus 2x fois moins 1, moins 4 fois x et moins 4 fois moins 1. Puis là, il faut faire une multiplication. 2x fois x, ça fait 2x au carré. 2x fois moins 1, ça fait moins 2x. Moins 4 fois x, ça donne moins 4x. Et moins 4 fois moins 1, ça donne plus 4. Attention, j'ai fait une erreur. Et donc ainsi, le résultat final, c'est 2x au carré moins 6x plus 4. Attention.
je me suis trompé. Poursuivant, question 2. Montrez que le nombre moins 5 est solution de l'équation 2x plus 1 facteur de x moins 2 égale 63. Alors là, nous allons prendre le membre de gauche, nous allons oublier le membre de droite, et nous allons remplacer donc dans ce membre de gauche x par moins 5. Et nous allons voir si nous tombons bien sur le membre de droite. Donc cela nous donne 2 facteurs de moins 5 plus 1, le tout multiplié par moins 5 moins 2, ce qui nous fait moins 10 plus 1 facteur de moins 7. Moins 10 plus 1, ça fait moins 9, et moins 9 fois moins 7, ça fait 63. Négatif fois négatif, positif. Ce qu'il fallait justement démontrer. Question 3a. On considère la fonction f définie par f de x égale moins 3x plus 1,5. Donc ici, vu l'expression, nous comprenons qu'il s'agit d'une fonction affine. Parmi les deux graphiques ci-dessous, quel est celui qui représente la fonction f? Parmi les deux graphiques, celui qui représente la fonction f est le graphique B. Question 3b, justifiez votre choix. La réponse est le graphique 3b, car le coefficient directeur de la fonction f est moins 3, qui est négatif. Donc, la courbe représentative de la fonction f sera nécessairement décroissante, ce qui est le cas du graphique B et pas du graphique A. D'accord ? De toute manière, vous auriez également pu regarder l'ordonnée à l'origine. Ici, vous voyez bien dans l'expression de la fonction f que le petit b, il vaut 1,5. 1,5, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'ordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Et donc, ça confirme bien notre choix qui est le graphique B. Poursuivons, 8e et dernier exercice sur 6 points. On considère la fenêtre de téléchargement ci-dessous. Si la vitesse de téléchargement reste constante, faudra-t-il plus d'1 minute et 25 secondes pour que le téléchargement se termine? Vous allez avoir encore une fois 5 secondes pour faire pause et pour traiter cet exercice. Ensuite, refaites lecture afin de voir la correction. C'est parti, à vous de jouer. Nous revoici encore une fois pour la correction. Pour commencer, déterminons la quantité de données qu'il reste à télécharger. Étant donné que le fichier total fait 115,2 mégaoctets et que nous avons déjà téléchargé 9,7, il suffit alors de faire une soustraction, 115,2 moins 9,7, ce qui fait 105,5. Il reste donc à télécharger 105,5 mégaoctets. Ensuite, calculons le temps qu'il reste pour télécharger ces données. Alors nous pouvons reprendre la formule de la vitesse. D'accord ? V égale d sur t, soit t est égal à d sur v. T c'est le temps, d ce sont les données, la quantité de données, et v est la vitesse de téléchargement. Donc la quantité de données à télécharger, nous l'avons trouvée juste auparavant, 105,5. La vitesse, elle nous est donnée dans l'énoncé, 1,3 mégaoctets par seconde. Et lorsque nous faisons cette division, nous obtenons environ 81. Si la vitesse de téléchargement reste constante, il faudra alors environ 81 secondes, soit 1 minute et 21 secondes, pour que le téléchargement se termine, soit moins de 1 minute et 25 secondes. Voici comment obtenir les 6 derniers points. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Pensez surtout à vous abonner. Je compte sur vous et vous dis à très vite pour de nouvelles aventures mathématiques.